bienvenue à tous, bienvenue à nos invités et bienvenue aux auditeurs qui viennent de rejoindre le webinaire. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le stress et la récupération en temps de crise. Donc, je suis Claire Chauvalon, je représente aujourd'hui 360 Medix. Donc, pendant ce webinaire, on accueille 4 experts qui vont témoigner pour 360 Medix de leur expérience de la crise Covid. Ça sera un webinaire en 2 temps. Un premier temps qui sera consacré au stress. Donc, déjà savoir comment et pourquoi il survient, comment on peut le gérer en situation de crise et quels sont les outils qui peuvent aider même au quotidien à gérer ce stress. Donc, des retours qui seront à la fois théoriques et concrets. La partie 2, elle sera consacrée à la récupération, donc l'importance du sommeil dans la gestion de crise, comment on va gérer aussi son sommeil et l'organisation de l'équipe pour mieux récupérer, et enfin, comment on va permettre à l'équipe de récupérer post-crise. L'idée, c'est donc que les invités vont répondre à différentes questions qu'on a préparées. Vous pouvez aussi intervenir tout au long du webinaire, donc on est là jusqu'à 12h30, sur le chat. Donc, vous posez vos questions sur le chat et à la fin de chaque partie, on va prendre les questions et demander aux experts d'y répondre. Petit rappel aussi, fermeture du micro si possible pendant tout le webinaire. Merci beaucoup et je vais tout de suite donner la parole au docteur Lefort qui va introduire le sujet d'aujourd'hui et également vous introduire les invités. Merci à tous et la parole à docteur Lefort. Merci Claire, bonjour à tous et merci d'être avec nous encore une fois pour ce webinaire 360 Medix. Alors avec nous, nous avons des représentants du service de santé des armées, vous pouvez voir en uniforme, avec le professeur Marion Trousselard qui est médecin militaire, professeur de neurosciences et de sciences cognitives à l'Institut de recherche biomédicale des armées qui est dans le sud de Paris, qui est ancien médecin des forces et particulièrement au sein de la gendarmerie, donc qui a des origines de médecine générale. Nous avons aussi le docteur Fabien Sauvé, médecin en chef, directeur du département des environnements opérationnels de l'Institut de recherche biomédicale des armées, VIRBA, et chercheur dans l'équipe d'accueil VIFASOM, Vigilance, Fatigue et Sommeil de l'Université de Paris. Il était aussi auparavant médecin généraliste au sein des forces des armées et particulièrement des troupes de marine. Ces 2 chercheurs, maintenant, ont eu une expérience de terrain, de crise, autant dans la gendarmerie que dans les troupes de marine, autant en France qu'à l'étranger. Je présente le docteur aussi Arnaud de Pic-Duval, qui est praticien hospitalier au CHU de Lariboisière, ancien chef de service des urgences d'Évreux, grand geek devant l'Éternel, expert et membre du conseil scientifique du Digital Medical Hub à la PHP, fondateur des matinales de l'innovation de Lariboisière et réserviste du service de santé des armées, médecin principal. De l'idée au projet à la réalité de terrain, c'est notre homme, le premier à avoir imposé la sieste à l'hôpital. Arnaud, président. Et puis je me présente rapidement. Donc le médecin-chef Hugues Lefort, je m'occupe des urgences de l'hôpital d'instruction des armées de l'Ouest à Metz, dans le Grand Est. Médecin-chef d'un des groupements auparavant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et expert auprès du mécanisme européen de protection civile de l'Union européenne. J'ai eu l'occasion de participer à des crises aussi, à la gestion de crises au niveau international. Alors de la crise dans laquelle on est expert et à la crise où on donne des conseils, à la crise où les conseils, on doit les appliquer nous-mêmes, il y a peut-être un petit pas. En tout cas, c'est un webinaire entre chercheurs qui encore réellement particulièrement en contact avec le terrain par leur recherche, mais aussi leur expérience de la crise sur le terrain, de leur carrière de généraliste en France et en opération extérieure, et des urgentistes qui avons vécu la crise du Covid actuelle avec ses spécificités et d'autres crises aussi. Occasion par ailleurs de mettre en valeur les compétences et savoir-faire des praticiens militaires. Ok. Merci beaucoup Hugues pour cette présentation. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet et je vais donner la parole à Marion Trousselard qui va nous définir dans un premier temps ce qu'est le stress. Merci beaucoup Claire, merci pour ces présentations et bonjour à tous.
Peut-être en prérequis, ce qui est important de noter, c'est que le stress, c'est juste une fonction normale d'adaptation, comme respirer, et que si on n'avait pas cette capacité à répondre au stress, en fait, on ne serait plus présent sur Terre. Les mécanismes de réponse du stress ont permis de survivre dans les différents environnements dans lesquels l'homme avant, même l'homme moderne et bien avant, s'ajustait à leur environnement. Et cet ajustement, il nécessitait de libérer de l'énergie, d'avoir de l'énergie pour se battre contre notamment les prédateurs, hein, bien avant notre époque. Et cette énergie, en fait, elle est libérée par des réponses qui sont neuro-hormonales et qui définissent ce qu'est la réponse de stress au niveau neurobiologique. Donc, en fait, on a besoin de glucose pour courir vite, pour se battre de façon prolongée et aussi pour réfléchir, puisque le glucose est le plus gros consommateur d'énergie du cerveau. Donc, ma réponse de stress, elle libère de l'énergie pour que je puisse m'adapter au changement de l'environnement et c'est en ça que c'est une fonction d'adaptation. Classiquement, on considère que le stress, qu'il y a une réponse de stress quand après une activation du système on en reparlera avec les contre-mesures du système sympathique, le stress perdure suffisamment pour augmenter ou en tout cas activer la voie du cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone qui est extrêmement importante parce qu'au-delà du fait de libérer de l'énergie, elle permet de durer longtemps. Quand mon cortisol est libéré, je peux me battre et courir longtemps parce que c'est antidouleur et anti-inflammatoire. Donc le système est extrêmement bien fait. Et quand le stresseur est plus là, effectivement, on rejoint les mécanismes de récupération dont on parlera tout à l'heure. Cette définition physiobiologique, en fait, elle serait incomplète si on n'incluait pas la manière dont l'homme perçoit son environnement, c'est-à-dire qu'il y a le stresseur, il y a la manière dont je le perçois. Et ça a été le champ plutôt de développement de définition en lien avec la psychologie et qui définit qu'un individu est stressé quand il perçoit que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ce qu'il perçoit de son environnement. Donc, je perçois que mon environnement me demande quelque chose pour m'adapter et je perçois que je ne vais pas arriver à le faire. Donc, c'est une double perception dans laquelle la balance est en faveur de je ne vais pas y arriver et ça va être très compliqué pour moi. Les deux définitions ne sont pas du tout contradictoires puisqu'en général, quand je ne me perçois pas à la hauteur de ce que je perçois que je dois faire, de ce qu'on attend de moi pour m'ajuster à l'environnement, mes mécanismes biologiques de libération d'énergie fonctionnent, s'activent et me permettent justement d'avoir un cerveau qui est bien nourri pour pouvoir réfléchir au mieux, voire prendre des décisions, ne pas prendre des décisions pour répondre à ce que je perçois de l'environnement. Ces réponses qui sont donc médiées par le cerveau et qui ont des conséquences neurobiologiques, elles peuvent s'observer au niveau de chaque individu, à la fois en termes de pensée. Souvent, l'individu va se dire « est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je suis à la hauteur ?» En termes d'émotion, j'ai peur, je suis en colère. En termes de comportement, je tourne en rond, ou la manière dont le corps répond, je transpire, j'ai le cœur qui s'emballe, etc. Selon les individus, en fait, ces réponses, elles ne sont pas toujours présentes et finalement, chacun a un peu sa carte d'expression de la réponse de stress. Certains individus vont vous dire je ne suis pas stressé, mais dans leur pensée, ce qui leur vient à l'esprit, c'est est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que je vais y arriver, je vais être débordé par les événements, etc. Donc ça nous renvoie finalement, et peut-être pour finir cette présentation du stress, aux caractéristiques du stresseur et aux caractéristiques des stresseurs qui étaient présents lors de la crise Covid. Quand je vous ai parlé de libération d'énergie pour faire face au changement de l'environnement, en vous situant l'utilité de cette réponse dans des temps bien éloignés, c'est vrai qu'à notre époque, il n'y a plus de prédateurs qui nous attaquent et le mécanisme n'a pas changé pour autant. Et les stresseurs de la vie quotidienne sont plutôt caractérisés par 4 caractéristiques, si on peut dire. La première, c'est une impuissance. Je me sens pas, je ne sais pas ce que je vais devoir faire. Donc là, ça rejoint la définition psychologique du stress. Souvent une surprise. Je ne me suis pas préparée, je ne m'attendais pas à devoir faire face à cette situation. Une menace pour l'ego. Pardon, excusez-moi. Une menace pour l'ego, c'est-à-dire que je me sens menacée. Et puis quelque chose de nouveau. Donc, si on regarde ces 4 caractéristiques qui sont vraiment toujours associées à quelque chose qui est perçu comme un stresseur par un individu, la crise Covid, que ce soit pour les soignants comme pour les patients et les individus qui étaient en confinement, finalement, la crise Covid cumulait ces 4 caractéristiques. À la fois l'impuissance, les soignants face au mur qui décrivaient d'afflux de blessés potentiels ou réels, ou face à laquelle ils devaient faire face.
Pour les gens confinés, à part être confinés, on pouvait ne que obéir aux demandes du gouvernement. La surprise, je crois que personne ne s'attendait pour les gens confinés à cette situation de confinement et pour les soignants à ce que le mur de blessés arrive aussi vite. La menace pour l'ego, elle était à la fois pour soi, pour sa famille, pour les patients. Et la nouveauté, elle est toujours présente puisqu'on est loin d'avoir finalement tous les éléments qui nous permettent de répondre de façon à la fois rationnelle et en même temps dans la manière dont on perçoit une réponse efficace, qui nous rend, cette nouveauté qui rend difficile d'appliquer des conduites à tenir au quotidien et dans le cadre d'une éventualité d'une deuxième vague Covid. Donc voilà, l'idée c'était un peu de poser ce stress comme une fonction normale qui s'active plus ou moins intensément, de façon plus ou moins adaptée à la demande. Et là, une demande qui est caractérisée par effectivement 4 propriétés qui sont reconnues comme étant des gros stresseurs. Merci beaucoup Marion pour votre retour. Docteur Lefort, donc là, on a effectivement une définition du stress. Et en cas de crise, quels sont justement les moyens pour le gérer? Alors, merci pour cette entrée en matière, Marion, très dense. En cas de crise, il y a en effet tout simplement être en pleine posture, en pleine conscience de ce qui nous arrive. Et ce n'est pas forcément facile, tu l'as bien décrit Marion, avec quel est le stresseur, quelle est sa cinétique de stress. On n'est pas dans le cadre d'un attentat, on est dans une cinétique d'une situation sanitaire exceptionnelle de moyenne durée, mais qui pourrait se prolonger, et avec des inconnus importants, puisque l'ennemi, on le connaît mal, on le maîtrise mal. Donc en effet, il y a tous ces éléments de surprise, de sensation d'impuissance, d'autant plus quand on a l'impression d'être protégé et de regarder les crises des autres pays, des pays en voie de développement. Voilà, les crises, on a plutôt la sensation et l'habitude de les regarder à la télévision et dans les journaux. Et là, la crise arrive sur nous progressivement, avec quand même les Chinois qui pointent du doigt leurs grandes difficultés en janvier, l'OMS qui met ses warnings, et puis les pays occidentaux qui on a la sensation font plutôt le dos rond en disant ça concerne les autres, l'Italie qui se prend ça dans la figure, et le Grand Est enfin, avec toute la vallée du Haut-Rhin qui se prend le mur très vite avec la gestion d'un afflux inhabituel et la gestion des afflux aux urgences dans le cadre d'une crise du recrutement des urgences, d'une crise de la prise en charge des patients habituels et des parcours de soins préhospitaliers, hospitaliers, qui étaient déjà préexistantes. Ils se prennent ça dans la figure, ils font tout en même temps. Et nous, dans le Grand Est, donc plutôt à l'ouest du Grand Est, on a 5 jours pour se préparer et éviter de se prendre les mêmes murs qu'eux, essayer d'anticiper. Dans ces moments-là, c'est sûr que celui qui dort, il a plus de chances de se prendre les mêmes murs que les autres. Donc, il faut avancer, il faut réfléchir en groupe. Alors moi, j'ai repéré à peu près 5 axes qui ont permis de métaboliser le risque et d'arriver à retrouver des repères particulièrement peut-être le moins fugace possible, le plus ancré pour pouvoir construire dessus. Alors la première, c'est le risque. Le risque, nous, on a mis en place très rapidement une veille scientifique, sachant qu'il y avait cette veille qui était faite de façon un peu mondiale, avec plein de gens sur les réseaux qui donnaient leur avis. Et il fallait arriver à trouver de la bonne science, de la bonne méthodologie pour pouvoir être critique et ajuster l'expérience qui nous revenait, qui parfois n'était pas du tout consolidée au regard de la science et de la méthodologie, mais qui était une expérience de terrain, à ce que nous pouvons vivre sur place avec nos moyens. Donc, cette veille scientifique. Ensuite, il y a eu la notion de cellules de crise. Les cellules de crise étaient quotidiennes, ce qui permet d'avoir l'information et aussi d'aller chercher. Elles étaient à différents niveaux. On avait les cellules de crise au sein du service j'ai essayé de rendre les plus simples possibles. Les cellules de crise au sein de l'hôpital et puis les cellules de crise au sein du groupement hospitalier territorial qui nous permettaient de voir ce qui se passait ailleurs. Et là, il fallait plutôt aller chercher l'information
en restant très silencieux. De toute façon, on a le directeur de l'hôpital qui gérait cela, mais un retour est toujours partiel lorsque une restitution est toujours partielle. En tout cas, c'est vrai que c'est des temps ça prend du temps, mais c'est important parce que ça nous permet d'être dans l'esprit des décisions. Et nous, clairement, on a bien vu que nos difficultés que l'on pouvait fantasmer sur place trouver des résolutions parfois dans la prise en charge globale et notamment de façon coordonnée entre les différents hôpitaux, les acteurs civils, privés, les libéraux, les hospitaliers et tout ça coordonné par l'ARS. Et c'est vrai qu'on a tendance à taper du sucre, à taper dessus, mais nous, vraiment, il y a une vraie intelligence collective qui s'est mise en place avec des transferts qui ont été faits au niveau international en Europe et puis au niveau de la France et qui a permis de gagner du temps et pour ouvrir de nouveaux lits, aussi bien en réanimation, parce que c'était vraiment une guerre de réanimation pour la survie, mais aussi dans les services spécifiques Covid où finalement il y a eu beaucoup de choses qui se sont simplifiées parce qu'on ne gérait plus les patients en termes d'organes, mais en termes de globalité et de pathologie. Et donc, c'est vrai que c'était beaucoup plus simple, mais tout le monde a travaillé collectivement pour gagner de la place et éviter de prendre des décisions qu'on aurait pu regretter par l'avenir. Après, ça me permet de faire la transition sur le troisième point. Donc, il y a eu veille scientifique, cellule de crise, les décisions en équipe. On a vraiment essayé que toutes les décisions que l'on prenne soient acceptées par le plus grand nombre et acceptables par les autres. Ce qui permettait d'éviter au maximum des décisions prises à l'échelon individuel qui pouvaient être regrettées et regrettables pour le patient, avec une focalisation sur le bien soigner et le bien-être du patient, mais aussi le prendre soin des proches aidants, puisqu'on était vraiment dans un isolement des patients. Et enfin, le rapport au patient, dans le quatrième point, le rapport au patient, avec se prendre soin, vraiment, quelle était notre qualité de présence, et notamment patients et proches aidants, avec la mise en place d'une cellule familiale qui nous a permis de les accompagner avec des gens qui étaient dédiés à ça, alors que les soignants pensaient qu'ils avaient le temps de le faire, et ça permettait de garder un fil qui était constant. Et là, nous avons mis en place cette cellule d'aide aux familles gérée par des externes du service de santé des armées, donc des étudiants en médecine, ainsi que est coordonnée par un infirmier réserviste, ancien infirmier des forces, qui était étudiant aussi en médecine, donc qui avait une vision stratégique plutôt globale et très adaptée, en connaissant parfaitement l'hôpital et les interlocuteurs. Donc ça a été très performant. Et puis le cinquième point, et là je terminerai avec ce point-là, sur ce que tu disais Marion, qui est très fort, c'est l'ajustement face à cette crise. Sur le plan psychologique, il fallait clairement donner l'information que chacun avait son rythme dans la métabolisation du risque. Et on a chacun une façon où on doit être en pleine conscience de comment l'on est à certains moments pour pouvoir se réajuster. Finalement, il y a trois façons, c'est les trois F, le flight, le freeze et le fight, pour s'ajuster à la crise. Le fight, c'est je peux m'enfuir. On a eu des personnels soignants qui se sont mis en arrêt de travail et qu'on n'a pas revu, alors pas au sein de l'hôpital, mais je l'ai vu dans d'autres hôpitaux, et qui ont mis du temps à revenir dans le soin parce qu'ils ont eu peut-être des difficultés à métaboliser le risque, et puis parce que le système est complexe et il a fallu, peut-être parce qu'ils avaient aussi des risques à la maison qu'ils devaient gérer, et des personnes qui étaient malades, des patients chroniques, et pour eux c'était compliqué, c'était un raz-de-marée qui les a peut-être submergés. En tout cas, chacun a son rythme dans cette métabolisation du risque, et il faut pouvoir respecter ce rythme-là, mais en même temps aussi bouger un petit peu les gens en leur disant on a besoin de toi pour qu'on puisse avancer. Donc le flight, le freeze, la sidération avec des personnes qui étaient plutôt dans une mécanique un petit peu de ritualisation, ce qui allait bien avec la crise, puisque les soins étaient finalement assez embêtants, hein, puisque c'était toujours un peu la même chose, mais qui était très centré sur le geste technique. Et puis les ajustements, ça c'est l'intelligence émotionnelle, s'inscrivant dans cette intelligence collective, où les personnes se sont ajustées
finalement, on a eu des retours au bout de 5-6 jours en disant mais le risque, on ne l'a pas métabolisé parce qu'on nous a dit, on a vu qu'il y avait des choses à faire, on s'est mis à fond dedans et puis maintenant on réalise qu'on peut ramener le virus à la maison, on peut être contaminé nous-mêmes, voilà. Et là, on était vraiment dans la notion de transcendance dans laquelle s'exprimaient les patients, les soignants et les proches aidants. Et nous, à l'hôpital, particulièrement les soignants, où c'était, voilà, on y va et c'est notre vocation et c'est là où notre vocation s'exprime pleinement. Voilà un petit peu ce retour d'expérience sur la métabolisation du risque et puis on y reviendra un petit peu après, peut-être sur la maîtrise de l'information. Très bien. Alors Marion, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose sur ce sujet-là? Peut-être un point enfin, dont la discussion peut être totalement ouverte, mais qui est celui des conflits de valeurs potentiels qu'ont eu à vivre les soignants et que Hugues vient d'évoquer en parlant de transcendance. Le conflit de valeurs, c'est je sais ce que je veux faire, mais je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas assez de moyens, parce que on ne m'en donne pas l'autorisation. Et ça se complète, ou en tout cas, c'est à mettre à côté avec ce qu'on appelle les conflits éthiques, qui sont des situations dans lesquelles, en fait, il n'y a pas de bonne décision, mais il faut que j'en prenne une. Et ces deux situations, en fait, impliquent de vivre avec les conséquences des décisions qu'on prend dans ces situations de conflit. Et ces conflits sont des stresseurs qui sont souvent insidieux parce que ça donne plutôt, tout à l'heure quand j'évoquais les pensées, les émotions, le comportement, le corps, ben là c'est plutôt des choses insidieuses, voire intracliniques, mais qui pour autant sont associées à une augmentation de la réponse biologique et qui petit à petit usent l'organisme sans qu'on comprenne bien pourquoi on ne se sent pas bien et pourquoi on peut se sentir en désaccord avec son engagement. Et c'est vrai que cette situation des soignants qui se sont donnés immédiatement dans leur métier, qui après se posent des questions de quel est le risque de rapporter le virus chez moi, de contaminer ma famille ou des gens vulnérables au sein de sa famille, finalement pose cette question du soignant qui doit répondre à des demandes qui peuvent être contradictoires et qui le mettent dans une situation très inconfortable et qui s'ajoutent au risque. Et en fait, la gestion de ces situations de conflit, elle implique souvent d'en parler, ce qui n'est pas souvent classique parce qu'on peut avoir honte de parler du fait d'avoir peur de ramener le virus chez soi alors que même son engagement est celui de soignant. Et également difficile à formaliser ou à élaborer pour échanger avec ses pairs ou ses collègues. Et certains hôpitaux ont mis en place notamment des structures délibératives ou collaboratives pour aider les gens et les soignants à faire avec ces situations compliquées où finalement on ne sait pas où on veut aller, où on voudrait aller mais on n'ose pas y aller, où on ne peut pas y aller, et qui sont à côté mais dans le même champ aussi des débats qu'il y a pu avoir sur la notion de tri ou d'allocation de ressources qui ne sont pas là forcément l'objet de ce webinaire, mais qui sont vraiment des situations où ce qui pose problème, c'est des conflits entre deux points, entre deux désirs, entre deux souhaits d'action qui ne vont pas ensemble et qui mettent l'individu en discordance. Et cette discordance, c'est un stresseur et il faut que les soignants, mais comme les individus dans le cadre de l'exercice de leur profession plus généralement, aient conscience que souvent quand on rentre le soir et qu'on n'est pas bien, c'est souvent suite à une journée dans laquelle on s'est retrouvé dans ces situations de conflit et pour lesquelles le bas bruit fait que c'est souvent à long terme qu'on a des effets délétères. Donc on les accumule et puis au bout d'un moment, la pathologie survient, mais au bout d'un moment qui est souvent long. Donc, je ne sais pas quelle a été, là, dans la situation de crise pour les gens de terrain, la réalité de ces situations de conflit, si vous en avez vécu, mais ça fait partie des stresseurs à prendre en compte. Et les situations de conflit sont donc, favorisent l'émergence de ces situations de conflit et rajoutent à la crise, en fait, pour les soignants, souvent une charge mentale importante. Oui, tout à fait. Alors nous, sur le terrain, pour essayer d'organiser le chaos initialement, on a essayé grosso modo, le chaos étant une forte zone, un retrait de la zone de confort vers une zone d'inconfort, avec des éléments clés qui étaient il fallait trouver des solutions nouvelles. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été facilitantes. On a eu la logistique derrière nous qui était à fond les ballons. On a pu d'ailleurs, j'en ai profité pour faire quelques réparations qui m'étaient, ça faisait 2-3 ans que je demandais et en fait, en une journée, c'était fait. Donc, ça, c'est l'opportunité de la crise. Et dans la gestion interindividuelle,
on a encore pointé du doigt l'impératif d'anticiper, notamment par la communication, la juste posture de chacun. Par exemple, la gestion des relèves, il y a eu beaucoup de gens qui ne pouvaient plus travailler à cause du confinement, qui étaient des soignants ou des gens qui pouvaient aider l'hôpital. Et nous, au sein de l'hôpital, du service, on a voulu vraiment les mettre en avant, mais ils ne connaissaient pas du tout la logistique d'un service d'urgence. Et donc, j'ai expliqué plusieurs fois au personnel du service que la noblesse de notre action dans le temps de la crise, c'était de mettre sur le geste technique des gens extérieurs qui savaient perfuser, qui savaient faire le geste du moment qu'on leur mettait les éléments dans la main, alors que si on les mettait à faire de la logistique, eh ben, ce serait hyper chronophage. Donc déjà, anticiper ces choses-là permettait de mettre les gens dans un esprit positif et se co-construire avec des gens extérieurs qui n'avaient pas l'habitude du travail en équipe. Donc ça, c'était voilà, des éléments un petit peu comme ça. Et puis après, il y avait la communication. C'est-à-dire que la majorité des services se sont retrouvés en profonde mutation avec la création de flux de patients différents. Nous, on avait le flux rouge, le flux jaune, avec un risque qui existait aussi bien dans le flux jaune, enfin le patient pouvait à tout moment revenir dans le flux rouge. Donc un risque était omniprésent du fait des incertitudes. Et donc, on a mis en place au début quotidiennement ces retours d'informations avec du visuel sur un groupe WhatsApp avec un scribe qui renvoyait. Et donc, les gens pouvaient relire le fil. Et puis, on a bien vu que ça rajoutait du stress, notamment pour les personnes qui étaient… alors, les personnes qui étaient extérieures, par exemple, qui étaient en opération extérieure, qui allaient revenir, ou les personnes qui étaient en congé qui allaient revenir, pour eux, ils étaient très contents parce qu'ils avaient de l'information et ils découvraient tout. En revanche, ceux qui étaient le nez dans le guidon, ils avaient du mal à se mettre à distance du service lors des temps de repos. Et donc, on a quasiment 2-3 jours après, sur les retours de l'équipe vis-à-vis de ça, parce qu'on sentait qu'ils n'arrivaient pas à décrocher, on a mis en place une synthèse de ces éléments de WhatsApp. Et donc, ça nous a permis de structurer un maximum de pages et qu'on a envoyé. Et donc, les personnes pouvaient décrocher et revenir à la synthèse avant de revenir au travail pour voir un petit peu les évolutions de se mettre à distance. Et donc, voilà, ça fait partie un petit peu de ces éléments de communication. Et puis, l'importance aussi de la communication transversale, enfin verticale, où il faut absolument chercher l'information pour donner des perspectives et non pas se cloisonner sur notre gestion locale. Voilà. Enfin, nous, on a eu de façon transversale, on a vraiment travaillé au sein de l'équipe, mais aussi avec tous les praticiens de l'hôpital et la chefferie. Et ça c'est, voyez, une très très bonne communication. Et donc, quand les choses sont fluides, comme on l'a vécu, c'est très très agréable parce qu'on avait tous conscience, et de plus en plus conscience que finalement le gestionnaire de crise, il a plein d'injonctions de renvoyer des certitudes, alors que tout le monde lui renvoie des incertitudes. Et donc, ça faisait partie de cette bienveillance qu'on avait les uns les autres, d'essayer de prendre soin et de ne pas nous surcharger en fait, avec des questionnements dont on allait avoir la réponse sur des repères de communication à tel moment. Donc, ça permettait vraiment de caler les journées, les semaines avec des repères où on communiquait et puis des repères où on devait être dans l'action. Voilà, donc entre le pragmatique et le terrain. Merci beaucoup, Hugues. Alors, Arnaud, est-ce que tu pourrais témoigner sur ta gestion, toi, du stress dans ton quotidien aux urgences et aussi si tu peux nous faire un retour d'expérience aussi sur le moment de crise que tu as vécu et comment vous avez géré ça. Merci de m'avoir invité à parler pendant ce webinaire. Alors, moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais qu'est-ce que c'était bien le Covid? On a vu des malades graves, on a eu des moyens, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Alors, c'est un petit côté, j'adore l'odeur du napalm au petit matin, mais c'est exactement ça. Et en termes de gestion du stress, il y a eu, sur le moment, dans le feu, en fait, moi, je ne me suis pas jamais senti vraiment stressé parce que j'ai fait juste mon job. Et j'ai fait mon job en plus. L'avantage du médecin urgentiste, du médecin hospitalier, c'est qu'on a fait notre job en équipe. Et c'est ça qui est important. Et voilà, clairement,
c'est pas pendant l'action que le stress s'installe. C'est effectivement après, quand vous rentrez à la maison, que les familles sont inquiètes parce que voilà, vous ramenez avec votre petite valise de Covid partout sur vos vêtements, enfin tout ce qu'il faut. Voilà, donc clairement, je suis d'accord avec ce qui a été dit, hein, le stress, c'est le après. Alors, la gestion du stress, du rythme, c'est important. Pour avoir fait les deux, du 24 heures et du jour-nuit, clairement, le 24 heures, je vous confirme, ce n'est pas physiologique. Il faut, quand on peut, abandonner cette notion de faire des gardes en 24 heures, même si c'est vrai que ça apporte un certain confort de vie par ailleurs, c'est clairement pas bon pour ce qui est de la récupération. Et donc, moi, ce que j'ai géré, c'est alors des périodes de repos. Hein. Pendant la garde, s'imposer du repos. Hein. On parlera un peu plus loin des techniques et des matériels. Mais je me suis fait des micro-siestes de 20 minutes, 2 à 3 fois, sur chaque période de garde. Alors, il faut aussi, alors, je vais un petit peu contre ce qu'a dit Hugues à propos de la vocation, il faut oublier la vocation. La vocation, ça autorise à tous les excès. La vocation, c'est la bonne sœur. Nous sommes des professionnels, nous avons un métier. Et notre objectif, ce n'est pas d'avoir une vocation, c'est d'être performant. Et pour être performant, il faut être reposé. Je le dis régulièrement, hein, c'est le leitmotiv dans les services, c'est qu'un soignant reposé, c'est un patient en sécurité. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Nous avons besoin d'être reposés pour pouvoir être efficaces. Alors voilà, donc du coup, j'ai géré ces épisodes avec des épisodes de repos réguliers. J'ai géré aussi mes internes, j'ai envoyé les internes, j'ai obligé les internes à aller se coucher. Et en fait, on remarque bien dans les équipes, ceux qui ont le plus craqué dans les équipes sont ceux qui ne dormaient pas, qui étaient là, il y a encore du monde, tout ça. Ok, il y a encore du monde. Le principe des urgences, c'est qu'il y a toujours du monde. Quoi que vous fassiez, vous pouvez rester 48 heures dans les urgences sans bouger, il y aura toujours du monde, quoi qu'il arrive. Donc, à un moment, il faut pouvoir se protéger et pouvoir protéger aussi ses équipiers. Alors, pour répondre à la question de Thérèse qui s'affiche, bah, la gestion du stress des patients, clairement, quand on était dans le feu de l'action la plus complète, on ne l'a quasiment pas géré. Pas nous, en tout cas. On avait des gens qui étaient là en service civil, voilà, on avait des extérieurs qui sont occupés des accompagnants, qui ont apporté, c'est vraiment les soignants. Le rôle principal de la gestion du stress, on les oublie trop souvent, ce sont les aides-soignants. Voilà, c'est pas le médecin qui lui fait du geste technique pur et dur et qui est quand vous avez clairement 3 ou 4 patients à intuber, vous pouvez pas gérer le stress, discuter avec les gens, c'est pas possible. Et bien pour ça, les personnels soignants ont fait un travail remarquable en termes de gestion des personnels. Euh, voilà, clairement, c'est vraiment pas nous médecins qui avons géré le stress des patients, c'est vraiment les soignants. Et puis, dans cette gestion du rythme, toujours pour en revenir, il faut qu'on change toutes nos habitudes. Moi, je me suis inspiré alors de deux choses pour modifier mes travaux. Alors même si, vu mon gabarit, ça semble plus étonnant, mais les diététiciens du Canada qui ont fait un excellent travail sur la nutrition des équipes de nuit. C'est un truc tout bête, hein, je mange avant la garde et je fais juste une collation la nuit. Et bah, mine de rien, en faisant ça, je suis beaucoup moins fatigué que quand j'attendais 3-4 heures du matin pour prendre mon dîner. Ça a l'air de rien, ça change tout. Et puis, le deuxième élément qui m'a beaucoup inspiré, hein, je remercie puisqu'ils sont là, hein, notamment Fabien qui m'avait reçu, hein, l'IRBA qui nous a prêté les recommandations sur la sieste en opération. Et voilà, la gestion de la fatigue et de la vigilance au cours des opérations des armées m'ont clairement inspiré et j'applique les mêmes protocoles. Alors, voilà en gros ce que je peux vous dire sur ce qu'on a fait. Merci beaucoup Arnaud. Alors Marion, est-ce que vous pourriez aussi rebondir sur les outils qu'on peut mettre en place pour pouvoir réduire le stress dans le moment de la situation stressante, mais également anticiper sa réaction au stress? Je m'appuie effectivement ce qui est préconisé dans les armées, mais qui est tout à fait transposable et qui a été transposé au moins en partie dans le monde civil. C'est vrai que la première des choses sur lesquelles les militaires sont sensibilisés, c'est d'abord les comportements de santé. C'est en dehors de toute crise, quels sont mes comportements que je dois essayer de conduire pour rester en forme. Donc, c'est faire du sport régulièrement, manger correctement, avoir du soutien social, etc. C'est en amont de tout, mais ça reste quand même des prérequis indispensables pour que l'individu soit dans le meilleur état de santé possible. Et là, effectivement,
on peut en discourir et les décrire de façon assez prolongée. Ce qui est dit aussi dans les armées et mis en place, c'est des formations à la gestion ou en tout cas à l'optimisation des réponses de stress en amont de la crise et de toute crise, puisqu'en fait, on apprend les choses que quand on est calme. Et donc, finalement, les outils de gestion du stress, ils vont être peu efficaces pendant une situation de crise si on ne les a pas appris avant. Quand on est stressé, d'autant plus quand le stress est dans une période plus longue caractérisée comme étant une crise, en fait, si je n'ai pas automatisé ce que je dois faire, ça ne va pas rester fonctionnel. Tout ce qui n'est pas automatique, ça ne marche pas sous stress. Donc, il faut s'entraîner avant et apprendre un certain nombre d'outils pour gérer son stress. Dans ces outils-là, il y a se connaître ses réponses de stress. Donc, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, savoir si c'est plutôt nos pensées qui vont nous aider à détecter qu'on est stressé, à faire notre thermostat personnel. Et ces outils, il faut les répéter parce qu'il faut changer nos modes opératoires. Et pour les automatiser, il faut les répéter souvent. Le problème, c'est qu'en dehors de toute situation de crise ou de stress, on n'a pas tellement envie de prendre du temps pour faire ça. Dans la vraie vie, quand on va bien, on ne pense pas faire des exercices de gestion du stress. Et quand on ne va pas bien, on n'a surtout pas envie de les faire. Donc finalement, c'est le plus difficile et c'est travailler l'intention de mettre en pratique des aides à la gestion du stress. Ces aides à la gestion du stress, il y en a un certain nombre. Elles ont tout un intérêt et elles ciblent toutes de façon plus ou moins centrale la respiration, qui est finalement quelque chose qu'on a tout le temps avec soi et sur laquelle, si on l'a entraîné, on peut s'appuyer pour revenir au calme. Alors, dans l'armée, une approche très importante s'appelle les techniques d'optimisation du potentiel. C'est un programme qui se fait en 8 semaines avec 2 heures d'entraînement par semaine et tous les jours des petits exercices qui visent à la fois à optimiser la manière dont on respire, soit pour se dynamiser, soit pour récupérer pendant une phase ou pour réagir mieux pendant une phase de stress, et également enrichi d'autres exercices pour travailler la projection mentale de réussite, la capacité à être présent à soi dans les situations et donc à détecter l'information dans le bruit ambiant. C'est quelque chose d'extrêmement important qui est également repris par d'autres approches comme la méditation. Et on peut citer aussi des outils de cohérence cardiaque qui sont peut-être parmi les plus efficaces et plus faciles à utiliser, puisque tout à l'heure, je vous citais le problème de la compliance, c'est-à-dire qu'il faut s'entraîner avant, souvent, pour que ce soit efficace en situation de stress. Et ce qui est peut-être intéressant avec la cohérence cardiaque, c'est que d'abord, il y a beaucoup d'applis qui permettent de le faire au quotidien. Les exercices sont très courts. Plus vous les faites souvent, plus en situation de crise, ou en tout cas dans lesquelles vous ressentez un stress intense, plus les exercices vont être efficaces avec un temps dédié à ces exercices très courts. Et donc, la cohérence cardiaque est essentiellement basée sur des exercices de respiration qui vous apprend dès lors que vous détectez que vous allez être débordé par une émotion ou une pensée ou un comportement, à appliquer un exercice respiratoire de 2 minutes qui vous ramène au calme. Cet exercice respiratoire, quand vous le faites au quotidien en amont des périodes de crise, il vous permet aussi de diminuer le coût du stress chronique, notamment parce que vous régulez mieux votre réponse au stress des stresseurs du quotidien qui ne sont pas forcément, qu'on ne peut pas éviter. Hein, les stresseurs du quotidien, ils sont juste normaux. Et que ce soit les techniques d'optimisation du potentiel, les exercices de méditation, la cohérence cardiaque, il faut que les individus en fait, les essayent pour choisir ce qu'ils ont envie de faire régulièrement, de façon à ce que pour eux, ce soit un outil qu'ils aient avec eux lorsqu'ils en ont besoin, lorsqu'ils se sentent dépassés. Si vous les pratiquez régulièrement en situation de crise, vous ressentirez les moments où vous êtes stressé plus que d'autres. Et effectivement, même si vous êtes pris par la tâche, vous détecterez dès lors que votre comportement n'est plus adéquat par rapport à votre habitude de travail et au regard de la tâche à faire. Donc, même si la crise vous tunnelise dans la tâche professionnelle, vous serez quand même capable de détecter les moments où il faut que vous respiriez plus calmement pour revenir à une efficacité plus grande. Et l'intérêt de ces techniques, donc juste pour conclure, pour ne pas dépasser le temps imparti, c'est aussi que c'est des techniques qui permettent de mieux accepter l'incertitude, qui est finalement le noyau de la crise Covid, cette incertitude étant multiforme. Et l'être vivant, l'être humain, il n'aime pas l'incertitude. Il est tout le temps en train de se raconter le monde de façon à trouver des réponses, même si elles ne sont pas vraies. On ne supporte pas de pas savoir, de prévoir comment on va faire. On ne supporte pas de ne pas savoir quand est-ce qu'on va terminer. On ne supporte pas de ne pas savoir comment on va pouvoir se sortir de cette crise et à quel moment. Et finalement, tous ces outils-là permettent de mieux accepter une situation dans laquelle
finalement, on n'a pas de contrôle sur comment ça va advenir autre que faire notre tâche instant après instant. Donc, c'est extrêmement important de le développer, de le mettre en place, mais idéalement, c'est avant la crise pour pouvoir l'utiliser pendant. Alors, juste pour répondre à une petite question qui s'est posée, effectivement, les paramédicaux, j'ai centré sur le médecin pour une simple et bonne raison, que les paramédicaux, c'est compliqué. À Évreux, j'avais fait mettre en place la sieste de nuit, voilà, 20 minutes de pause, 20 à 40 minutes de pause pour les paramédicaux de nuit. Mais si pour les médecins, il m'a fallu 2 mois pour imposer le système, pour les soignants, il m'a fallu presque 1 an. Non pas que ça soit compliqué en termes techniques ou autres, c'est juste que justement cette vocation des soignants fait qu'ils ont une difficulté mais monstrueuse à s'écouter et à prendre du repos. Et ça, c'est toute une éducation à faire, que oui, c'est pas parce qu'on est infirmier, qu'on est aide-soignant de nuit, qu'on n'a pas le droit d'avoir des pauses. Et ça, le problème, c'est que la culture hospitalière et la culture de toute l'éducation qu'on a fait aux soignants est contre cela. Malheureusement, convaincre les soignants qu'il faut pouvoir se poser, que le patient est certes au cœur de nos préoccupations, mais qu'on ne peut soigner correctement que si on est reposé, c'est excessivement complexe. Comme je le dis régulièrement, les soignants ne sont plus des bonnes sœurs depuis 1918, mais quand même que dans les pratiques, on s'aperçoit qu'il y a encore une dévotion aux patients qui est absolument majeure et qui les empêche souvent de s'occuper d'eux-mêmes. Et ça, c'est toute une question de culture. Et juste pour rebondir effectivement, ce que tu pointes, Arnaud, c'est le rôle aussi de l'aspect, enfin de l'organisation pour permettre d'accepter ces pratiques-là qui sont effectivement perçues comme étant je m'écoute trop. Et si une organisation ne soutient pas l'application de ces pratiques et leur apprentissage au quotidien, ben, effectivement, les individus ne sont pas aidés à mettre en place pour eux, mais aussi pour le groupe, finalement, tous les outils de gestion du stress qu'on a juste abordés, sachant que, et c'est peut-être pas l'objet ici, pour les différents outils que j'ai cités, il y a un certain nombre d'éléments montrant comment, dans la pratique quotidienne, le cerveau s'organise pour répondre mieux aux stresseurs du quotidien et derrière pour récupérer plus vite également dans les situations de stress aigu ou de crise, donc de stress qui perdure un certain temps. Et ces arguments neurobiologiques, ils apportent et ils peuvent être utilisés au niveau des organisations pour justifier la mise en place et le temps dédié à ces apprentissages d'outils de gestion du stress et à changer finalement la manière dont les soignants au sens large vont fonctionner dans leur pour eux-mêmes et pour le groupe et pour les soins et pour l'exercice de leur métier. Mettre ce cadre pour permettre aux militaires contraints effectivement à des situations de crise répétées d'appliquer ou en tout cas de s'approprier ces outils-là et avec à la fois un regard pour le groupe, c'est-à-dire un outil un peu collectif, donc comme les techniques d'optimisation du potentiel, mais que chacun va personnaliser pour qu'il soit ajusté à sa manière de fonctionner. Merci beaucoup Arnaud et Marion pour ce retour éclairant et très intéressant. On va finir notre partie sur voilà, le stress et je vais tout de suite donner la parole à Fabien pour la partie récupération. Merci. Merci à tous. Donc, effectivement, ça a été rappelé, la crise Covid était une crise particulière, mais chaque crise est unique. Hein. Crise particulière parce qu'elle s'est inscrite dans la durée, avec beaucoup d'incertitudes. Et pour être capable de s'inscrire dans la durée, dans une situation très particulière où on gère une crise en étant aussi, en devant rentrer chez soi entre deux périodes de crise, hein, ce qui est différent de fois de petites crises qui vont durer juste une nuit, 24-48 heures où on reste dans son métier. Là, il a fallu que les soignants apprennent à gérer cette crise sur plusieurs mois en gérant aussi la maison, le quotidien de la maison. Et donc, c'est très important dans ces situations-là de pouvoir être un soignant performant, comme l'a dit Arnaud, et donc un soignant qui est performant dans la durée et qui dure. Et pour ça, il faut récupérer. Et un des éléments clés de la récupération, c'est le sommeil. Donc Arnaud a parlé de l'impact de la dette aiguë de sommeil, c'est-à-dire la nuit blanche quand je travaille de nuit, qui est incompatible avec le fait de maintenir un soignant qui soit performant pour son malade. Et effectivement, on peut pas, l'être humain ne peut pas se maintenir éveillé pendant 24 heures en étant performant et en prenant à chaque fois les bonnes décisions.
les dettes de sommeil, c'est-à-dire lorsque je vais dormir peu, une nuit blanche, une nuit courte, pas assez, ça va se traduire par la somnolence, on le sait, l'envie de dormir. Ça va se traduire par des accidents de la circulation, mais également des erreurs dans la prise de décision de nos malades. Ça va également se traduire par une modification de l'humeur. Je vais réagir différemment. Je vais favoriser des conflits avec les malades, avec également mes collègues. Je vais également modifier ma relation avec le malade, l'empathie que je vais pouvoir avoir pour le malade. Et ça, ce n'est pas des situations qui sont acceptables. Donc, il faut effectivement essayer de privilégier au maximum son temps de sommeil, dormir dès que je peux pour gérer la crise. Mais il faut également favoriser le sommeil avant et après la garde, puisque ce sommeil avant et après la garde, il va nous permettre d'être performants pendant la garde et puis de bien récupérer. Et donc, c'est tout l'enjeu d'éviter ces dettes chroniques de sommeil qui vont épuiser et faire ce qu'on appelle la fatigue du soignant, l'épuisement professionnel, encore appelé, ce qu'on peut appeler le burn-out, et qu'on a pu observer chez certains des soignants qui ont fini la période Covid complètement épuisés parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir un sommeil de qualité, même en dehors des gardes. Pourquoi ? Parce que quand on va se coucher, on pense à la garde, on pense à ses enfants, on pense à l'école, on pense à plein de choses qui maintiennent un niveau de stress important. Et ce niveau de stress, il est fait pour nous éveiller. Comme l'a dit Marion, pour aller chasser, pour pouvoir lutter, on est conçu comme ça. Quand on est en situation de stress, on est moins apte à trouver le sommeil. Et donc, pour pouvoir avoir un sommeil de qualité, il faut de la même façon apprendre, même dans ces périodes d'anxiété, d'incertitude, à trouver quand même le sommeil pour pouvoir régénérer son organisme et être capable de tenir dans la durée. Merci beaucoup, Fabien. Alors, on va tout de suite passer à la partie. Donc là, on a eu une bonne introduction sur l'importance du sommeil. Et on va demander donc à nos invités de pouvoir rebondir sur comment, pendant la crise, ils ont pu justement pouvoir gérer le sommeil et l'organisation de l'équipe pour optimiser au mieux la récupération. Donc, je vous propose à Arnaud, je te propose d'intervenir sur cette partie. Et Fabien, si tu pourras rebondir après. Merci. Alors, voilà, tout à fait. Donc, l'important, c'est déjà d'établir un protocole. J'avais établi un protocole donc, sur Évreux-Vernon. La Lariboisière, je venais juste d'arriver, donc il n'est pas encore bien établi. Mais il faut un protocole parce que ça, une première implication, c'est que ça devient officiel. Et le repos fait partie de la gestion normale d'un service. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'élément majeur à mettre en place. Alors, on avait organisé des systèmes sur Évreux de sieste alternée. Jamais, voilà, c'est toujours un personnel qui part en pause à la fois avec un système de rotation, ce qui fait qu'il y a toujours un effectif suffisant sur le pont. Et puis, on a aménagé des locaux. Alors, les médecins, ils avaient la chambre de garde, mais la chambre de garde, c'est vraiment fait pour dormir. Pour faire une petite pause, il vaut mieux aménager une salle dédiée, voilà, dans un endroit calme. Les principes de l'hibouisation que les militaires appliquent régulièrement. Et on avait mis simplement 2 gros coussins de plage avec une lumière tamisée et de la musique. Rien que ça, déjà, ça permet de faire un break. Là, sur la Lariboisière, on a fait un petit peu plus performant. On a utilisé une capsule de sieste qui permet vraiment de s'isoler complètement au niveau phonique, au niveau lumineux. Et puis, qui plus est, fait de la musique et utilise de la lumino- et chromothérapie. Donc voilà. Donc du coup, il faut vraiment aménager des protocoles, aménager un lieu dédié. Et ça va faciliter l'opération. Et puis, bien sûr, le plus important, c'est d'avoir un encadrement qui valide le concept de il faut se reposer. Et ça reste encore trop limité. On voit des gens, j'avais Thérèse Pieux qui me mettait en message, mais j'ai vu aussi des paramédicaux se faire sanctionner parce que sur une période de calme, dans d'autres temps, ils s'endorment au bout de la table et le cadre de nuit passe et dit c'est inadmissible. Non, je suis désolé, le travail est fait. Il n'y a pas d'autre chose, pas d'urgence vitale. Donc oui, on peut se reposer pour être plus performant pour la suite. Il ne faut pas confondre le repos et la paresse. C'est vraiment 2 choses différentes. On est physiologiquement parfait. Et d'ailleurs, sur ces travaux, alors grâce à l'IRBA, j'ai appris plein de choses. Notamment, j'ai récupéré des travaux, c'est la NASA qui avait mis ça.
je ne sais plus, alors Fabien me confirmera les chiffres, mais je crois que c'est pratiquement, ils estiment que 20% des accidents aériens sont liés au manque de sommeil. Alors imaginez que si 20% des avions se crashent à cause du sommeil, imaginez combien nous pouvons cracher de patients à cause de notre privation de sommeil. Et là, on va revoir largement les choses en termes d'implication de l'histoire. Donc voilà en gros ce qu'on a fait. Et puis, il est hors de question en poste avant et post-garde de ne pas, comme disait Fabien, aménager son sommeil. Donc pareil, on a fait des recommandations pour les soignants pour préparer sa nuit, dormir entre deux nuits et dormir après la nuit pour réactiver sa période de repos sans avoir de décalage et sans induire de fatigue chronique. Donc ça, ce sommeil avant la garde, je rebondis sur ce qu'a dit Arnaud, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on sait que la meilleure façon d'être performant pendant une période de travail de nuit, c'est d'avoir la nuit avant la garde, le maximum de sommeil dans des conditions qui soient les meilleures possibles et qui favorisent les plus aptes à favoriser le sommeil. On a fait des protocoles, nous, qu'on appelle d'extension de sommeil. On a soumis des sujets sains à des périodes augmentées de temps passé au lit, ce qui a augmenté un petit peu leur temps de sommeil. Et le fait d'augmenter un petit peu leur temps de sommeil avant une période de garde, ils ont pu améliorer leur performance pendant la garde, notamment sur de l'attention, capacité à détecter ce qui se passe dans l'environnement. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que surtout ces sujets qui avaient fait l'extension de sommeil, qui avaient optimisé leur temps de sommeil avant la garde, ils ont récupéré beaucoup plus vite à l'issue de celle-ci. En juste une nuit, ils avaient pratiquement récupéré leur niveau de base au départ. Alors que les sujets qui partaient avec une petite dette de sommeil pendant une garde, il leur fallait 3 nuits pour pouvoir récupérer la garde. Sauf que 3 nuits, souvent, on a repris une autre garde. On est reparti sur un travail de nuit. Donc ça, c'est très important de pouvoir privilégier le sommeil. Alors, ce n'est pas toujours facile. On peut avoir des enfants en bas âge à la maison, on peut avoir des adolescents, on peut avoir du bruit dans le quartier. Il y a mille et une raisons de ne pas bien dormir. Et donc, il faut identifier aussi ceux parmi nos personnels qui n'ont pas pu optimiser leur temps de sommeil les nuits qui précèdent la garde et donc leur dire, si tu n'as pas pu dormir, avant la garde, fais quelque chose d'important. On va faire une sieste avant de faire une garde de nuit. On a ainsi pu nous montrer que lorsqu'on fait une sieste entre 13 et 14 heures, on améliore ses performances mentales jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Donc, ce temps de sommeil avant la privation, il est vraiment fondamental. Il y a également des choses qui sont très importantes pour pouvoir avoir un sommeil de bonne qualité. C'est faire une activité physique régulière. Et ça a été un des bienfaits du Covid. Il y en a eu quand même malheureusement quelques-uns, mais le fait que l'on redécouvre, que beaucoup d'entre nous redécouvrent la pratique d'une activité physique régulière tous les jours, en particulier à l'extérieur. Il n'y a jamais eu autant de gens qui faisaient du jogging que pendant la période du Covid. Et cette activité physique régulière, elle est nécessaire. Elle favorise un sommeil de bonne qualité. S'exposer à la lumière du jour, avoir des rythmes de vie réguliers, des rythmes circadiens réguliers, des horaires à lever précoces et réguliers. Donc ça, ce sont toutes des petites actions au quotidien qui nous permettent d'avoir un rythme de travail, un rythme circadien, un rythme physiologique qui préserve le sommeil et fait un sommeil de bonne qualité. Voilà, pendant la garde, Arnaud, on a parlé. La sieste, c'est un outil opérationnel. Nous, on l'appelle la pause opérationnelle. On ne l'appelle même pas la sieste. C'est un outil opérationnel qui peut être fait organisé, donné sur ordre. On peut donner l'ordre de faire une sieste pour pouvoir maintenir les performances. Donc, la sieste peut être inscrite dans un planning. On peut prévoir des périodes de pause, de sieste. Bien évidemment, si la situation l'exige, les gens travailleront. Mais dans ces cas-là, le stress va les maintenir éveillés. On n'est pas dans la même situation. Mais de prévoir ces périodes de sieste. Les navigateurs le font très bien. Ils arrivent à tenir comme ça une semaine, 15 jours en faisant des petites périodes de sieste toutes les 2 heures. On sait aujourd'hui qu'on peut maintenir la performance grâce à des périodes de sieste. On peut utiliser d'autres stratégies également, le travail en équipe, l'utilisation du café. Vous voyez, ça fait beaucoup de petites stratégies. Et comme ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas au moment de la crise qu'il faut les apprendre. Ces petites stratégies, il faut les apprendre avant la période de crise, la période de garde. Ça doit s'apprendre avant. Il faut s'entraîner avant, mettre en œuvre et que ces stratégies, ça soit compris et appliqué par tous, du cadre en passant par l'ensemble des soignants. Alors, Hugues, je crois que tu voulais aussi rebondir sur ce sujet-là. Alors, ton micro, il est en muet. Fabien a fait le lien. En fait, nous, c'est vrai que nous, on n'a pas mis encore en place la sieste. C'est compliqué aux urgences et je rejoins ce que dit Arnaud, même au quotidien. C'est-à-dire que, par exemple, la nuit, quand il faut, on termine le flux et quand il faut aller manger, par exemple, on attend qu'il y ait le bon créneau pour aller tous manger. Donc, du coup, on va manger à 3h, 4h du matin. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Quand certains ont faim à minuit, ils doivent manger à minuit et ils ne doivent pas tenir. En fait, voilà. Le pire, en plus, c'est qu'on va grignoter. On va essayer et ça, ce n'est pas bon. Et puis, de la même façon aussi, dans l'optimisation, c'est que lorsque tout le flux est arrêté et est quasiment pris en charge, qu'il va falloir aller se reposer et se séparer la nuit en deux.
il y a de vrais sujets d'optimisation. Je pense qu'Arnaud a déjà les choses très claires dans la tête. On est beaucoup à l'avoir, mais il y a un esprit collectif qui n'est pas formaté à ça. Dans le cadre de la crise, nous, on a essayé de gérer quelque chose de façon plus globale avec cette gestion des relèves, qui pour nous était très intéressante en fait, parce que c'est aussi une culture dans le service. C'est-à-dire que je ne souhaite pas, en fait, j'ai adapté le flux patient, le nombre de soignants au flux patient. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'il y ait trop de praticiens dans le service. Donc, on mettait, et ça nous a permis de mettre des titulaires du service plutôt en deuxième ligne, voire troisième ligne de renfort, et qui puissent se reposer à la maison et décrocher. Et lorsqu'ils étaient à l'hôpital, anticiper les manœuvres futures, rédiger et consolider les protocoles et faire de la formation. Donc voilà, donc ce qui nous permettait de mettre en première ligne des praticiens qui étaient de l'extérieur, des bonnes volontés, pour pouvoir les accrocher finalement au niveau opérationnel, parce que par expérience, j'avais vécu ça notamment sur les attentats de Paris. Par expérience, lorsque ces aides extérieures, on leur dit non, c'est bon, on est suffisamment, on gère, et ben, ils vont faire autre chose. Ils vont élever leur poule et puis récolter leurs œufs et ils s'installent déjà en plus ça nourrit les frustrations et puis ils s'installent dans une autre routine et se mettent à distance. Alors que quand on les accroche sur le plan opérationnel, ce sont des aides qui sont particulièrement précieuses et nous, ça nous permet de pouvoir entrevoir, de tenir dans la durée, puisque à un moment, il y a un retour naturel qui peut se faire à la normale. Il y a des demandes opérationnelles qui peuvent être faites, notamment, par exemple, nous, on avait des renforts par certains médecins des forces pour d'autres missions. Et donc, voilà, un tien vaut mieux que deux tu l'auras, donc utiliser les ressources et permettre au repos les gens le plus possible. On a fait pareil aussi pour les personnels en réduisant les rythmes et en essayant toujours de leur donner au moins 2 nuits de récupération avec une journée complète entre les 2 nuits de récupération. Pour, comme tu disais, Fabien, ils puissent retrouver un rythme et prendre soin de leur zone de confort, c'est-à-dire leur zone familiale qui était aussi déstabilisée. Et là, je reviens un petit peu sur quelque chose qui était spécifique à cette crise, mais qui finalement peut-être rentre dans la définition de la pandémie, dire que ça touche tout le monde. Et ça touche autant à l'hôpital, avec nous, un confinement extérieur, autant lorsqu'on rentre à la maison, on se retrouve non plus dans une zone de confort, une zone de sécurité, mais on se retrouve avec des choses à gérer. Voilà, on se retrouve encore dans une autre zone d'inconfort à gérer. Et à titre personnel, par exemple, dès le départ, je me suis fait même engueuler par ma femme parce que juste avant de passer en niveau 3, c'était le week-end et je disais partez à la campagne pour plusieurs raisons. Déjà que j'ai un fils qui est polyhandicapé, donc je voulais éviter il y avait des incertitudes. Je voulais éviter de ramener le Covid et qu'il soit touché avec des gros antécédents quand même réanimatoires. Et puis parce que c'était lui ayant des troubles du comportement, c'est plus facile de gérer un enfant avec un espace libre que dans un appartement. Et puis aussi, pour moi, c'était une façon de me mettre en mode opération extérieure et d'être à 100% dans la crise et de savoir que quand je rentrais à la maison, j'avais un minimum de choses à régler et je pouvais vraiment prendre des vrais temps de repos. Voilà, donc je me suis arrangé. Il y a des familles au-dessous. Je faisais des SMS en leur disant c'est bon, essaye de garder les troupes au calme le temps que je fasse ma sieste et puis après lâche les fauves dès que je me réveillais. Voilà, donc c'était vraiment nous, on a essayé de gérer ces choses-là, peut-être pas assez durant les temps de travail, mais en ajustant vraiment la réponse au plus près des besoins de terrain pour essayer d'anticiper l'avenir et de tenir dans la durée. Alors justement, sur ce que tu disais sur les outils technologiques, sur les aides pour faire les pauses, on peut utiliser un peu de technologie. Donc là, nous, on a utilisé la capsule de sieste qu'on est en train de déployer sur la Riboisière avec une vraie étude dessus sur la récupération. Et puis, on peut utiliser parfois des outils plus légers, plus compacts. Là, par exemple, pour les équipes de nuit, on est en cours de test, voilà, des lunettes de luminochromothérapie. Alors, c'est assez amusant, ça fait de la musique, ça fait du bruit. Il y a de la lumière, je ne sais pas si on voit bien. Non. Enfin, ça clignote. Et globalement, sur les premiers tests, les équipes de nuit sont plutôt satisfaites d'avoir ce type de système.
Mais en fait, cette technologie, elle est surtout, quelle que soit la technologie, elle est surtout un bon prétexte pour faire une pause. Le fait de mettre les lunettes, je ne suis pas sûr que la lunette en elle-même ait un grand intérêt technique. En revanche, elle permet aux soignants de se dire, bah, je vais me décrocher pendant 20 minutes. Voilà. Et l'outil technique donne une excuse, je trouve, qui est non négligeable sur la prise de conscience de on fait une pause. Je ne sais pas ce qu'en pensent les experts de l'IRBA. Ton micro, Vas-y, Fabien. Alors, on a aussi, nous, travaillé, hein, on a un hôpital militaire où on va aussi installer une capsule de sieste. Donc, ça fait partie des outils qu'on va développer dans nos hôpitaux militaires. Hein. Il faut aussi faire passer cette idée qu'il faut des lieux adaptés à l'endroit où faire la sieste. Hein. Je connais un hôpital militaire où les chambres de garde sont situées juste derrière des portes battantes et dès qu'il y a 8 h du matin, enfin 7 h 30, l'entrée des personnels dans l'hôpital, ça les réveille quand ils sont de garde. Donc, designer des endroits adaptés à la sieste qui attirent les gens pour des périodes de repos et que ça soit adapté, c'est tout à fait possible. On m'a posé pas mal de questions, je vois apparaître beaucoup de questions sur les stratégies. Effectivement, on peut mettre au point un certain nombre de stratégies qui prévoient à la fois d'optimiser l'individu avant la garde, pendant et après. Donc, Arnaud a présenté la chronothérapie. Nous, on utilise d'autres façons d'optimiser la sieste, par exemple, avec des techniques de relaxation, de suggestion hypnotique. Marion en a parlé, basées sur de la relaxation mentale et puis de la respiration, qui permettent de stimuler notamment le système nerveux parasympathique. Ça permet de mettre l'organisme un petit peu au repos et puis ça coupe aussi l'individu de tout, par une technique un petit peu artificielle, hein, de forcer sa respiration, de se concentrer dessus, on se coupe de tout ce qui se passe autour, de toutes ses préoccupations, et on a ainsi pu démontrer qu'après quelques séances avec un moniteur, on arrivait à optimiser les temps de sieste, dormir plus longtemps, un sommeil qui est plus profond, de meilleure qualité, et que les sujets qui pratiquaient ces siestes optimisées par un moniteur, ils arrivaient également à avoir des outils pour favoriser leur sommeil nocturne. Donc c'était tout à fait faisable. Et en termes de technologie, nous, on apprend aussi aux individus à optimiser des objets connectés qui leur permettent de connaître un petit peu le sommeil. C'est très important d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître son propre profil. Est-ce que je suis plutôt du matin, du soir? Quel type de dormeur je suis? Est-ce que j'ai des facilités ou des difficultés à pouvoir trouver le sommeil? Et puis, développer sa stratégie individuelle pour pouvoir trouver le sommeil. Ensuite, il y a des stratégies de groupe. Arnaud a parlé de stratégies d'organisation du temps de travail. Il y a aussi des stratégies comment travailler en équipe en situation de fatigue. Donc, dans le milieu médical, les choses sont assez bien hiérarchisées. Il y a le médecin, l'infirmier, les aides-soignants, les personnels qui aident aussi, et tout le monde a une tâche et est importante. Mais il faut aussi s'entraîner à savoir travailler dans des situations plus difficiles, en situation de fatigue. Il faut savoir reconnaître cette situation de fatigue. Et ça veut dire aussi savoir détecter ses erreurs quand le groupe ne fonctionne pas. Quand, par exemple, l'un fait tout, le médecin qui fait tout, par exemple, qui va faire le travail de l'infirmier, de l'aide-soignante, ce n'est pas son rôle. Chacun a un rôle précis. Le médecin qui n'écoute pas, par exemple, son personnel parce qu'il va être pris par la fatigue, qui veut faire tout seul, c'est non plus des choses qui ne sont pas bonnes. Il faut apprendre à s'écouter. Et ça, c'est aussi des exercices que l'on fait en milieu militaire. On fait travailler des petits groupes. On leur apprend qu'en situation de fatigue, il faut avoir des procédures. Il faut bien les connaître. Il faut s'être entraîné avant. Il faut hiérarchiser le groupe. Il faut un leader du groupe qui donne ses ordres, mais qui également est à l'écoute de l'ensemble des personnels, avec, comme ça a été dit, de l'empathie, de l'écoute, c'est-à-dire on sait repérer un de ces personnels fatigués, on sait l'envoyer se reposer pour que le groupe puisse fonctionner dans des situations parfois fatigantes où on a amené les gens à bout. Donc ça, ce sont des choses qui doivent se préparer, comme ça a été dit, bien en amont de la crise. La crise, elle se prépare, même si on ne veut pas prédire les futures crises, en tout cas, on doit avoir des outils de gestion de crise, et ça, ces outils de gestion de crise, notamment sur le plan des facteurs humains, ils doivent être développés bien en amont des crises. Et ça, c'est une notion qui est fondamentale. Et les unités qui avaient effectivement développé des choses en amont, ont mieux appréhendé que les autres cette situation de crise. Hugues en a parlé, une veille scientifique, une cellule de crise, des décisions en équipe. Cette stratégie qui a été mise chez eux dès le début de la crise, mise en place dès le début de la crise, a probablement contribué à ce qu'ils aient une gestion de la crise tout à fait efficiente, en tout cas d'avoir fait le mieux possible en préservant les personnels. Alors, tu parles sur le plan opérationnel militaire. Je rebondirais sur les modalités de gestion et de management des équipes qui ont évolué avec le temps. Et autant on était sur les notions de chef, manager et leader. S'il est vrai que le leadership, comme l'expertise, c'est quelque chose qui nous est prêté, c'est quelque chose qui est éphémère, c'est pas quelque chose où on se déclare expert, on se déclare pas leader.
c'est les autres qui nous mettent en position d'experts et de leaders parce qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas, ou ils ont besoin d'être coachés. D'ailleurs, ça fait partie des biais émotionnels, hein, la soumission aux figures d'autorité quand elles ne sont pas légitimes. Dans la crise, on a des gens qui se révèlent réellement. Ce genre de crise, enfin, la crise de façon générale, nettoie les filtres, nettoie les écrans de fumée avec les gens qui se réalisent vraiment comment ils sont et qui se deviennent des tuteurs de résilience pour les systèmes, pour les individus, ou sinon qui, au contraire, ne sont pas là alors qu'ils sont omniprésents au quotidien, au nominal. Et dans cette façon de gérer, on confronte toujours le top and down, donc le chef il dit, les autres exécutent. Et on voit qu'au niveau management, on est plutôt dans des notions de bottom-up maintenant, et c'est de bottom-up. Donc c'est vraiment la base qui exprime ce qu'elle souhaite en prenant soin de leur outil de travail. Et le chef est plutôt quelqu'un qui exprime sa solitude dans la mise en cohérence d'un projet collectif où ça pourra mettre en lien les besoins de la base et les envies avec ce qui est donné, les injonctions d'en haut. Donc finalement, quelqu'un qui est au nœud d'un entonnoir et qui passe les pouvoirs. Ça, le bottom-up, nous, on l'utilise beaucoup dans le service avec des équipes à qui on demande non pas des idées, non pas des critiques, mais des projets et des solutions. Et à partir de là, on les motive à faire aboutir les solutions et en petits groupes pour éviter même chose que la décision soit prise seule. Et alors ça c'est très bien, c'est motivant. Ça limite aussi les critiques parce que quand on critique et qu'on sait qu'on va devoir être en charge de trouver une solution, et ben on critique un peu moins de façon stérile. Donc c'est assez pratique. Mais aussi, ça embarque aussi des gens qui sont un peu plus sur la réserve pour essayer de faire avancer le projet de service. Alors, c'est une certaine énergie à mettre en place, c'est un peu disruptif parce que ça a du mal pour certains, ils ont du mal dans ce type de management, mais je ne sais pas, il y a un changement là qui mais il y a un truc qui est évident, c'est que dans la crise, ça peut continuer à fonctionner, mais par contre, dans l'urgence, le top and down doivent revenir. C'est-à-dire que cette hiérarchisation dont tu parles est aussi un garde-fou et aussi une grande solution de confort lorsqu'on est face à des décisions à prendre dans les difficultés, puisque, par exemple, dans l'urgence, quand il faut intuber quelqu'un, par exemple, eh ben, tous ces protocoles doivent revenir en force avec l'entraînement qui revient, qui fait que dans la fatigue et le stress sont mis un peu à distance par le protocole et par le fait que on sait exactement la chaîne hiérarchique, où sont les responsabilités, avec un retour qui est constructif et qui permet de valider finalement dans l'autre sens les ordres du chef pour pouvoir sauver le patient. Merci beaucoup, Hugues. Attends, juste un élément, c'était juste pour dire que dans le CIL, c'est la génération Y qui nous a appris ça. Il y a un projet qui s'appelle le Boson Project, qui a été écrit par des trentenaires, qui sont maintenant quarantenaires, et qui, enfin peut-être encore, il s'appelle le Boson Project, c'est des RH, et qui ont redessiné comment gérer les générations Y, qui sont peut-être qui étaient un peu dans des logiques différentes des générations X. Et ils nous ont vraiment apporté des éléments très, très intéressants sur la perception du leadership. Voilà, le good guy, mais le good guy qui exprime la fin des super-héros, comment on exprime sa fragilité, voilà, tous ces éléments-là sont très, très intéressants. Et finalement, ça vient en concordance avec ce que l'on vit dans les armées, où pour mener des hommes au combat, dans un projet collectif où on est capable on n'est pas que dans le respect, dans la bienveillance, on est même capable de mourir pour. Tout ça, ça a énormément de sens et ça se construit au quotidien parce que ce n'est pas face à l'ennemi qu'on doit se poser des questions. Pour parler, enfin juste pour peut-être clore ou en tout cas apporter de l'information sur la partie des outils et comme il y a des questions sur la cohérence cardiaque et effectivement la position militaire par rapport à tous ces outils-là, c'est certain que l'armée développe des outils qui doivent être applicables pour le plus grand nombre en étant efficaces chez le plus grand nombre.
Donc, on peut avoir une vision qui est assez large dans les outils qui sont développés, et les techniques d'optimisation du potentiel qui datent des années 80 étaient à l'époque et sont toujours des techniques extrêmement novatrices, puisque finalement, l'idée, c'était d'utiliser un petit peu tous les outils existants pour, sur un mode pédagogique, aider chaque individu à s'approprier sa boîte à outils et à la pratiquer régulièrement, donc avec derrière également du travail de motivation. Donc, on était à l'époque dans les années 80, ce qui veut dire vraiment que l'armée était le service de santé très en avance de phase sur comment penser les outils, enfin quels sont les outils, comment les penser et comment les enseigner de façon à donner à chacun la main pour être autonome dans sa gestion du stress. Alors effectivement, les outils de cohérence cardiaque sont des outils du monde civil. Ils ont été développés il y a quand même bien longtemps et initiés au niveau de l'armée américaine dans les années 2000. Donc, c'était il y a déjà 20 ans. Et ces outils-là, maintenant, ont pléthore d'applications. Indépendamment de toutes ces applications et de laquelle est la meilleure ou la moins bonne, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ces outils, en fait, vous aident à prendre conscience de votre respiration, à la fois de son état dysfonctionnant, quand vous respirez trop vite ou quand vous êtes un peu suffoqué, et en même temps de la manière dont votre respiration peut vous apaiser. Donc, les applications qui existent, elles sont là pour vous aider à prendre conscience, mais en fait, au quotidien, et à faciliter, et là, je rejoins ce que disait Arnaud, c'est-à-dire que quand on a une appli, c'est ludique, on va se connecter, mais pour autant, la cohérence cardiaque, on peut, une fois qu'on a essayé les exercices, on n'a plus vraiment besoin d'applications. Les applications, elles sont à deux niveaux. En général, des applications, la partie gratuite qui vous permet des exercices respiratoires au rythme qui est connu comme étant un rythme qui permet de revenir au calme. Donc, dans la cohérence cardiaque, ce n'est pas de la relaxation, c'est du calme vigilant. Donc, en fait, c'est comme un moteur de voiture. Quand vous êtes au feu rouge, il y a des gens qui, pour démarrer vite, vont donner des grands coups de frein et des grands coups d'accélérateur. Et puis, au bout d'un moment, le moteur casse parce que la voiture n'aime pas ses à-coups. Et si vous êtes au ralenti, vous êtes prêt à démarrer avec la même efficacité et vous n'abîmez pas, vous n'entamez pas la fonctionnalité de votre moteur. Donc, la cohérence cardiaque vous apprend à être dans cet état de calme vigilant, donc de ralenti, où vous pouvez très vite accélérer pour répondre à la demande et en même temps très vite revenir au calme de façon à ce que ce ne soit pas trop coûteux. Et donc, les applications, en fait, vous donnent pour leur partie gratuite des exercices respiratoires de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. La littérature est beaucoup moins aboutie dans la durée à faire, mais 2 minutes suffisent largement. Il y a un certain nombre d'études qui montrent que si vous faites plusieurs fois 2 minutes par jour, ça suffit largement. Et puis après, lorsque vous payez l'application, en fait, si votre téléphone vous permet de mettre, que votre pulse, c'est-à-dire le flux sanguin qui arrive au bout du doigt, soit pris en compte par le téléphone, le système vous donne un état de la manière dont votre frein et votre accélérateur fonctionnent. Donc, l'accélérateur, je vous avais parlé d'activation, de libérer de l'énergie, c'est le système sympathique. Et le frein, c'est le système parasympathique dont a parlé Fabien, qui est celui qui permet notamment de s'endormir. Et donc, en permanence, chacun des organes est contrôlé par ces deux systèmes qui sont dans une balance plus ou moins équilibrée. Et en fait, la respiration permet d'équilibrer l'accélérateur et le frein. Et cette balance est tout le temps en train de bouger. Donc, il faut vraiment que cette dynamique j'accélère, je freine soit harmonieuse et peu coûteuse pour être efficient à moindre coût. Et donc, les applis payantes, après, ce qui va être différent, ce n'est pas le traitement. Donc, en prenant le pulse, en fait, on a accès à cette balance entre l'activateur et le frein, le sympathique et le parasympathique. Et en fait, des traitements mathématiques sont faits à partir de la durée qu'il y a entre deux battements cardiaques. Cette durée est variable et cette variabilité renseigne, après analyse mathématique, sur la manière dont votre système est harmonieux, calme, paisible, prêt à démarrer ou au contraire en train d'être trop excité face aux événements de l'environnement. Et donc, les outils mathématiques qui sont appliqués dans les applications sont des outils de routine. Donc, en fait, les applications sont un peu toutes équivalentes parce que ce n'est pas un enjeu très compliqué technologiquement. Pour autant, c'est plutôt le design de l'application qui doit faire que les gens vont adhérer et c'est plutôt la partie plaisir et interface qui doit aider les individus à choisir l'application qu'ils trouvent la plus opérante pour eux. Mais le principe est basique et toutes les applications appliquent les mêmes choses. Donc, c'est plutôt une question d'interface et de ce qui va favoriser votre compliance. In fine, l'application, elle sert bien à vous aider à ressentir les choses, mais l'objectif de toute technique de gestion du stress, c'est d'avoir son thermostat personnel et de ne pas avoir besoin de passer par la technique. La technique est un moyen pour permettre la pratique et la mise en pratique régulière des actions de gestion du stress, mais ce n'est pas en soi une finalité que d'être connecté, enfin, si je peux me permettre.
J'ai une question sur qu'est-ce qui avait vraiment été développé par l'IRBA. Alors, l'IRBA ne travaille pas seul, hein, l'unité fatigue et vigilance, elle travaille dans le cadre d'une équipe d'accueil mixte avec des camarades civils. Et on travaille tous ensemble. Hein. La problématique, elle est pas de la gestion de la fatigue, elle n'est pas que militaire. Elle est, Arnaud en est une illustration. Hein. On a beaucoup échangé sur le sujet. Et l'expérience qu'a Arnaud avec des services civils nous est extrêmement profitable. C'est important pour nous de savoir que cette sieste, il est possible de la faire dans des services d'urgence. Et les services d'urgence militaires ou civils fonctionnent de la même façon. Ce qu'on a fait, nous, à l'IRBA, pour le ministère des Armées, c'est d'adapter à la caractéristique des militaires, c'est-à-dire que le militaire qui va partir en opération, il a besoin d'outils pratiques qui puissent être mis en œuvre à la fois dans un sous-marin, sur un bateau de la Marine nationale, sur une base aérienne en Afrique ou avec des troupes qui sont aujourd'hui déployées dans le Sahel. Et donc, on est obligé un petit peu d'adapter nos procédures, nos protocoles. On ne peut pas emmener un sophrologue en Afrique, par exemple, ce n'est pas possible. Donc, on est obligé de former des moniteurs à qui on donne des outils extrêmement basiques mais efficaces, pragmatiques, pour qu'ils puissent l'utiliser. Et ça, c'est une des caractéristiques qui est très militaire. Marion en a parlé. Les techniques d'optimisation du potentiel, elles sont mises en œuvre par des moniteurs top qui ne sont pas des professionnels de santé. Ensuite, on a développé au niveau de l'IRBA, et avec nos camarades, notamment américains, beaucoup de travaux sur l'extension de sommeil. Pendant longtemps, on a cru que la gestion de la dette de sommeil, une garde par exemple, dans laquelle on peut ou pas dormir pendant 24 heures, c'était que ce qui se passait pendant la garde. Et on a pu nous mener des études de laboratoire et également sur le terrain avec nos camarades de l'armée américaine en parallèle pour pouvoir montrer que ce temps de sommeil avant la garde, il était fondamental. C'est vraiment lui qui va prédire la capacité d'un individu à résister à la dette de sommeil. Donc, il faut dormir au maximum. Donc, nous, on a fait des études de laboratoire pour montrer que l'extension de sommeil augmentait sa durée de sommeil jusqu'à un seuil physiologique. On a chacun un seuil maximal, une durée maximale de sommeil au-delà duquel on ne pourra pas dormir plus. Et bien, ça permettait d'être plus résistant pendant une période d'éveil continu, une privation totale de sommeil. Nos camarades de l'armée américaine ont montré que ça permettait on avait les mêmes résultats pendant une semaine de restriction de sommeil pendant lesquelles leur personnel, leurs sujets, dormaient que 4 heures par nuit et que ça accélérait de la même façon la récupération. Donc, 2 études menées dans 2 pays différents avec des protocoles identiques qui ont des résultats qui sont tout à fait similaires, et bien ça renforce après la force scientifique de la recommandation et on peut aujourd'hui la donner comme une recommandation importante pour nos personnels. Donc, le travail, la spécificité des militaires, c'est qu'on adapte en fait ces techniques issues du monde civil à des pratiques de terrain, mais qui sont des recommandations aujourd'hui basées quand même sur des preuves scientifiques fortes, des articles scientifiques publiés que vous pouvez facilement avoir sur des sites internet qui refont le relevé de toutes les publications scientifiques. Merci beaucoup. C'est très intéressant que tu parles sur la veille scientifique et sur le travail de recherche, parce que vous avez fait un travail de recherche qui est de fond pour une application en fait institutionnelle et un bénéfice direct, mais aussi à long terme sur aussi bien les individus que les équipes. Mais dans le cadre de la crise, par exemple, on avait cette veille scientifique aussi importante, et notamment sur la récupération. J'ai fait un petit travail de synthèse sur les coronavirus, par exemple, et sur les modalités de diffusion, et ce qui nous a permis en fait d'aller un peu, pas outre le confinement, mais de pouvoir le faire de façon maîtrisée. Quasiment début avril, on a repris parce que c'était vraiment une demande importante de l'équipe sur le confinement, notamment des internes lorsque ils sortaient de garde, de ne pas pouvoir sortir avec les infirmiers. On a repris le sport et en fait tous les jours on avait une séance de sport le soir, voire même parfois 2 fois par jour, avec maximum 7 personnes et des distanciations qui étaient appliquées. Personne n'a été malade. C'était le meilleur test d'ailleurs pour savoir si on était malade. On a eu une interne qui a vraiment tout de suite senti qu'elle avait une perte de capacité pulmonaire. Bref, mais au-delà de ça, il y a vraiment il y a une expression d'une cohésion qui s'est exprimée et qui faisait partie de la récupération et de baisser le stress on courait peut-être parfois 8 km, on tournait autour de l'hôpital. Parfois 4 km, on faisait du renforcement musculaire après dans l'herbe. Et donc, c'était très intéressant parce qu'on pouvait aussi échanger entre ce qui se passait de façon globale dans l'hôpital avec des gens extérieurs. Donc, c'était dans la récupération. Voilà, on peut, dans la veille scientifique, trouver des solutions très, très personnelles
et les faire valider de façon institutionnelle pour pouvoir améliorer la récupération, la mise à distance. Peut-être juste pour compléter ou rajouter un point, effectivement, à l'IRBA, l'objectif est de valider scientifiquement les outils qu'on propose. Pour autant, vous avez dû tous constater qu'on ne propose pas d'outils plus intelligents les uns que les autres. Et en fait, la gestion du stress, elle ne nécessite pas d'être intelligent, elle nécessite de faire et de mettre en pratique. Et il ne s'agit pas de lire ou de faire des théories sûres. Si on veut gérer le stress, et notamment en période de crise, il faut que les choses aient été entraînées, donc pratiquées. Et les choses qu'on fait bien, on les apprend en les faisant. Et c'est peut-être la règle de base à garder par rapport à la crise, parce que c'est finalement le plus difficile. L'être humain, il veut comprendre, il veut se poser des questions, avoir des réponses, mais il ne fait pas. Or, il faut faire. Il n'y a que comme ça, en fait, que les outils de gestion du stress, qui sont des choses effectivement de bon sens pour beaucoup, sont le plus efficaces. Et il vaut mieux faire les choses souvent, pas longtemps, que les faire une fois, 1 heure et se dire c'est bon, je suis tranquille pour 1 mois. En fait, derrière tout ça, c'est basé sur de la plasticité cérébrale qui fait que quand on répète les choses, les réseaux du cerveau se modifient, mais pour les modifier, il faut les répéter souvent et c'est le gage de la réussite de tout exercice en fait. Ça, c'est très juste, hein. Je soutiens ça, notamment pour la sieste. On a beaucoup parlé de sieste aujourd'hui, notamment s'entraîner à faire la sieste permet d'accroître ses capacités, la méthode que chacun a pour trouver le sommeil. Donc, s'entraîner à faire la sieste, que la sieste devienne une habitude, et ben ça, c'est la seule façon de faire qui est pertinente pour pouvoir trouver assez facilement de sommeil. Alors, quand on parle de sieste au travail, c'est des petites périodes, 30 minutes, et pour pouvoir optimiser ce temps. Si le jour de la crise, on se dit « tiens, aujourd'hui, on va faire une sieste », ça ne fonctionnera pas. Il faut que la sieste, elle soit inculquée dans l'organisation du service et puis qu'on se soit entraîné à la faire pour qu'elle soit efficace. C'est vraiment une habitude qu'il faut avoir. Et Hugues a beaucoup parlé d'activité physique. Ben ça, c'est également une des recommandations que l'on a. L'activité physique régulière améliore la qualité du sommeil, facilite l'endormissement. Et aujourd'hui, le sieste, l'activité physique, c'est une bonne technique pour pouvoir améliorer son sommeil au quotidien. Donc, on parle encore une fois de quotidien. Pour pouvoir gérer la crise, il faut s'entraîner et avoir une hygiène de vie au quotidien qui soit tout à fait bonne. Et c'est comme ça qu'on a un individu qui est capable de faire face à un stress, à une modification de la situation, de la circonstance. En tout cas, ça, c'est très important. Merci beaucoup pour ces retours très concrets que même au-delà d'être soignants, nous aussi, chez 360 Medics, on peut mettre en place. Alors, on va maintenant passer au dernier sujet de notre webinaire. Donc, c'est au-delà de la récupération donc, du sommeil et de la gestion de l'équipe, c'est comment, après une crise de cette ampleur, on peut permettre à l'équipe de récupérer après le Covid. Donc, voilà, de façon assez succincte, Hugues, si tu veux réagir dessus. Merci. Tu as malheureusement le micro fermé. Oui, je vais essayer d'être succinct, mais dans les armées, on a on fait attention à la valorisation des équipes et on a des choses que les civils connaissent moins, qui sont les médailles, qui sont les lettres de félicitation, les choses comme ça, qui sont tout simplement une valorisation institutionnelle des actions et de la prise de risque qui a été faite par les soignants, par les logisticiens, enfin par tous les acteurs de la crise. Les civils ne savent pas trop maîtriser ces choses-là. Ils ne savent pas qu'il y a certaines médailles d'actes de courage et dévouement, la médaille de sécurité intérieure, la médaille des épidémies, on en a beaucoup parlé, mais tout ça fait partie d'un tout qui permet de faire reconnaître l'action que chacun a et aussi de l'afficher. De telle façon que ce soit sur le plan institutionnel au niveau national, mais au niveau individuel, il est important de valoriser. Et cette valorisation, elle peut être elle est multicanale. Et elle peut être, par exemple, dans le fait d'écrire. Et les paramédicaux ont peu cette habitude-là d'écrire leur expérience, de faire leur retour d'expérience et de le diffuser. Donc, ça peut être local, ça peut être beaucoup plus général par des articles faits en collaboration ou pas. Il y a des belles revues de recherche paramédicale. Il faut pouvoir les utiliser pour faire ce retour d'expérience. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est très important parce que chacun s'est retrouvé à vivre une crise qui peut
potentiellement les a profondément marqués parce que a obligé à faire des ajustements qui n'étaient pas attendus. Et Marion parlait de surprise. Dans ce genre de crise-là, on aura difficilement la possibilité de développer un stress post-traumatique. Cela d'autant plus qu'on a le temps de pouvoir relever des points de difficulté et renvoyer le patient sur un psychiatre, un psychologue, sachant que le patient, le plus souvent, a utilisé son réseau familial, professionnel, personnel pour pouvoir élaborer autour de ce qu'il a vécu. Alors, on n'est pas du tout dans une crise acinétique rapide comme un attentat. Mais de toute façon, il y a un chamboulement qui est complexe. Ne pas avoir peur de la complexité, puisque tout est lié ensemble, c'est le terme complexus en latin, et pour pouvoir avoir cette vision globale et continuer à s'inscrire dans le post-crise, dans une vision globale, une vision d'équipe, une vision institutionnelle, avec cette valorisation est fondamentale. Je pense que Marion, tu avais quelque chose à dire là-dessus, sur la reconnaissance des pairs. Oui, en fait, c'est plus quelque chose qu'on commence à développer et qui vient du monde anglo-saxon, mais qui n'est pas encore finalement appliqué de façon protocolisée pour les équipes, qui s'apparente au débriefing, mais sans être un débriefing, qui va être plutôt un travail sur les valeurs du groupe, des individus qui constituent le groupe. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'inscrit dans le champ de la psychologie positive. La psychologie positive, ce n'est pas parce qu'il y a une psychologie négative, c'est juste quelles sont les ressources qu'on peut optimiser pour que le groupe ou l'individu fonctionne mieux ou l'institution. Et donc, en fait, on travaille à identifier les forces de chacun et donc les forces qu'il manque à chacun, de façon à ce que le groupe, finalement, soit conscient des forces réparties dans l'ensemble du groupe pour être plus opérant en situation de crise. Ça permet aussi de mieux maintenir, de mieux faire groupe, ou en tout cas de maintenir le sens du groupe ou le sentiment d'appartenance dans les situations où certains auraient des comportements qui pourraient être surprenants, mais qui sont finalement des forces étant identifiées comme étant pas celles qui sont les plus importantes chez cet individu, par exemple. Et c'est ce travail sur l'identification des forces individuelles, des forces un peu moins présentes et de ce que le groupe a en somme finalement comme force, c'est extrêmement important. Et ce qu'on développe aussi, c'est une culture de la déstigmatisation. L'objectif étant, enfin dans les professions comme ça qui s'intitule plutôt profession à risque parce qu'on est contraint souvent à des stresseurs importants, c'est d'essayer d'aller au-delà de la neutralité émotionnelle ou du cynisme. L'idée, c'est d'essayer de pouvoir s'autoriser à parler de ses émotions dans des environnements qui ne sont pas forcément propices à parler de son émotion et dans lesquels émotionnel est souvent au cœur de ce qui est considéré comme étant l'efficacité professionnelle. Donc, c'est des champs qui sont chez nous en train d'être développés et étudiés pour essayer d'identifier des protocoles appliqués aux armées, mais qui pourraient être tout à fait applicables au groupe médical civil sans en faire une spécificité militaire. Merci beaucoup pour ce retour très, très éclairant. On va mettre fin à notre webinaire. Donc, je voulais remercier chaleureusement les invités parce que c'était vraiment très intéressant les retours qu'on a eus à la fois théoriques et concrets. Je vais donner la parole à Arnaud pour conclure notre webinaire. Et moi, je vous dis au revoir et à très vite. Bien, merci Claire. Merci Marion, Fabien et Hugues d'avoir participé à ce webinaire. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et voilà, en résumé, pour être efficace, il faut être reposé. Et donc, je vais le redire, mais un soignant reposé, c'est un patient en sécurité. N'oubliez pas cet élément. Utilisez tout ce qu'on vous a conseillé pour essayer d'améliorer votre qualité. Les outils, c'est bien, mais la principale chose, c'est vraiment ayez conscience qu'il est nécessaire d'être reposé pour être efficace. Essayez de convaincre vos encadrements, n'hésitez pas à les faire participer. Pour aider les encadrants, la NFH de Normandie a fait une journée sur laquelle je suis intervenu sur l'intérêt de la sieste aux urgences. Donc, si la NFH commence à se dire que c'est utile, eh bien, vos encadrants vont pouvoir suivre ça plus facilement. Voilà, donc plein de techniques, plein d'outils. N'hésitez pas à nous reposer des questions, à poser des questions à 360 Medix qui nous les fera parvenir. Merci à tous et bonne sieste.